80 000 ont déjà succombé par la faim et des milliers meurent tous les jours. Le même processus qui se déroule avec les chrétiens arméniens touche les chrétiens du Mont-Liban. C'est ce qu'écrira le 26 mai 1916 le grand écrivain libanais Gibran Khalil Gibran à sa correspondante Mary Haskell. À ce moment, la Première Guerre mondiale fait rage partout en Europe et dans le reste du monde. L'Empire ottoman, alors surnommé l'homme malade de l'Europe en raison de sa perte graduelle de territoire et de son affaiblissement économique et militaire, rejoint les forces de la Triplice, c'est-à-dire l'Empire allemand et l'Empire d'Autriche-Hongrie. En plus, l'Empire ottoman, de confession musulmane sunnite, craint de plus en plus les révoltes des minorités chrétiennes sur son vaste territoire, plus particulièrement les Arméniens, les Grecs pontiques, les Assyriens et finalement les Libanais. Il redoute aussi l'implication de la Grande-Bretagne et de la France, ainsi que leur soutien envers les minorités et leurs révoltes. C'est pourquoi l'Empire ottoman, dans l'espoir de consolider son pouvoir, procédera au massacre par millions des minorités rebelles. Mais avant, pour mieux comprendre, reculons un peu dans le temps, à l'âge d'or du Mont-Liban. Dès 1861, le Mont-Liban, appuyé par la France, devient une circonscription autonome de l'Empire ottoman, à la suite d'une série de massacres sanglants entre les Maronites et les Druzes. Néanmoins, grâce à ce nouveau statut d'autonomie, le Liban bénéficie de plusieurs privilèges. Les hommes étaient exemptés de la conscription militaire et tous les administrateurs de la province devaient être catholiques. Sur le plan démographique, le Mont-Liban jouit d'une population de plus en plus grandissante, avec un taux de natalité haut et un taux de mortalité bas, entre autres grâce aux conditions climatiques favorables et au bon niveau de vie et d'éducation. Sur le plan économique, le Mont-Liban est devenu une plaque tournante du commerce international, l'économie se concentrant sur l'agriculture, l'industrie textile et la production du savon fleurit. De plus, les membres de la diaspora libanaise aux États-Unis et au Brésil enverront régulièrement de l'argent à leurs familles habitant le Mont-Liban, ce qui donnera un plus grand pouvoir d'achat à la population. Cependant, lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, le gouvernement ottoman sape l'autonomie du Mont-Liban en nommant avec plein pouvoir Jamal Pacha comme dirigeant des affaires civiles et militaires au Proche-Orient. Il portera le surnom de Boucher en raison de ses multiples exécutions. Dès décembre 1914, le Royaume-Uni instaure un blocus naval sur les côtes du Levant, dans le but de paralyser le ravitaillement des troupes ottomanes. Ce blocus maritime empêche l'approvisionnement de marchandises et de nourriture provenant d'Égypte. En réponse, l'Empire ottoman instaure son propre blocus terrestre pour empêcher les Britanniques de s'avancer dans le territoire ottoman. Malheureusement, ces embargos affectent gravement le commerce du Mont-Liban et privent la région de denrées et de liquidités. De plus, en 1915, les autorités ottomanes réquisitionnent les récoltes afin de nourrir leurs troupes sur place et les armées allemandes et autrichiennes s'emparent des céréales de Syrie, interdisant leur acheminement vers le Mont-Liban. Sur le plan local, le Liban sera victime d'une série d'invasions de sauterelles en 1915. Celles-ci détruiront la quasi-entièreté des récoltes et c'est la panique qui sème à travers le Mont-Liban. Comme si ce n'était pas déjà assez, en hiver 1916, une violente tempête de neige frappe le Mont-Liban et désorganise les transports. Pendant ce temps, plusieurs commerçants du Mont-Liban et de Beyrouth, majoritairement en collaboration avec des officiers ottomans, se remplissent les poches grâce au marché noir au détriment des locaux. Parlons maintenant de l'impact de la famine sur les différentes confessions. Chaque confession du Mont-Liban avait des affinités différentes avec les grandes puissances européennes. Les chrétiens maronites étaient pro-français, les Grecs orthodoxes étaient pro-russes, les Druzes étaient pro-britanniques, les Grecs catholiques étaient considérés comme sous la protection de l'Empire d'Autriche-Hongrie, la minorité protestante devenait de plus en plus pro-allemand, les chiites musulmans étaient fermement contre les Ottomans puisque ceux-ci ne les reconnaissaient même pas comme des vrais musulmans. Seuls les sunnites étaient pro-ottomans et recevaient de l'aide de l'Empire, ce qui explique pourquoi c'est la seule confession à avoir augmenté en nombre durant la famine. La très grande majorité de la population était donc contre les Ottomans. L'Empire ottoman aurait donc commis un génocide contre les chrétiens du Mont-Liban, puisqu'en termes de pertes démographiques, le taux de mortalité chez les Maronites, 37%, les Grecs catholiques, 53%, et les Grecs orthodoxes, 44%, sont beaucoup plus élevés que chez les musulmans. La famine s'achèvera par l'arrivée des troupes françaises et britanniques au Mont-Liban. Cependant, la situation ne se normalisera pas avant début 1919. Au total,
plus du tiers de la population, soit environ 155 000 personnes, aura succombé à la famine entre 1915 et 1919. Durant la conférence de paix à Versailles en 1919, la délégation libanaise demande l'élargissement des frontières du Mont Liban pour former le Liban tel qu'on le connaît aujourd'hui. En agrandissant le territoire, la population double et devient beaucoup moins homogène. La proportion de chrétiens passe alors de 80% à 55%. À la suite de la Première Guerre mondiale, les musulmans avaient un taux de natalité plus élevé que les chrétiens. Les communautés chrétiennes du Liban avaient aussi plus tendance à émigrer vers l'Amérique ou l'Europe. En 1943, à l'indépendance du pays, le code de loi dit que le président doit être chrétien maronite et le premier ministre sunnite musulman, afin de bien représenter les deux plus grandes confessions. Cette mesure est toujours applicable en 2021. Pour conclure, la famine du Mont-Liban fait partie des pires heures de l'histoire du pays, mais elle s'avère être la triste cause d'une multitude d'événements et de décisions dans ce petit pays du Proche-Orient. Tous les rôles de la société au Liban ont été séparés entre les différentes confessions. Le chef d'une telle banque devait être musulman sunnite, celui d'une autre, chrétien maronite. Ce système a été appliqué partout au Liban et est toujours en vigueur aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine!